Compliqué parce que bon, c'est un multivaisseau, mais pas que. C'est peu dire parce qu'il est multi. J'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc il s'agit d'un patient qui est âgé de 65 ans, qui cumule comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme, une hypertension, une dyslipidémie, qui est coronarien connu. Il avait déjà bénéficié d'une angioplastie et d'un stenting de la circonflexe en 2007, peu suivi après, disparu un peu de la circulation depuis 2010. Tout de même sous AVK pour de la fibrillation auriculaire paroxystique. Et cette fois-ci, il a été hospitalisé dans un centre adjacent pour une première poussée de décompensation cardiaque. L'électrocardiogramme s'inscrit alors en rythme sinusal. On constate des ondes rabotées en V1, V3. L'échocardiographie objective une fraction d'éjection à 30-35% avec des troubles de la cinétique segmentaire un peu diffus mais un peu hétérogènes. La fonction rénale est normale. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas eu d'ascension de troponine, il n'y avait pas eu de contexte de douleur thoracique, pas de facteur déclenchant évident. Alors, la coronarographie, je commence par le réseau gauche. On voit déjà à peu près tout là-dessus. On voit un tronc qui... Ah juste, ça ne marche pas en boucle. On voit un tronc qui est infiltré mais pas serré. On voit une circonflexe qui est... Donc, le tout est très calcifié. La circonflexe, ici, il y a le stent ancien. On voit une sténose excentrée, serrée avant M3. C'est une codominance droite-gauche. L'IVA, on la voit apparaître avec retard. Et puis, on voit de l'autre côté une réinjection de la coronaire droite. Une vue crâniale, et là, on constate qu'il y a une thrombose chronique de l'IVA moyenne avec une réinjection homolatérale sur une artère très calcifiée. C'est juste en aval une bifurcation avec une belle septale. On revoit un peu mieux ici la coronaire droite qui est réinjectée, qui donne essentiellement une IVP qui n'atteint pas l'apex. Et l'IVA semble contourner l'apex en tout cas, ou en tout cas bien y arriver. Ici, c'est pour revoir un peu plus la circonflexe, et on voit de la sténose serrée excentrée là, calcifiée. La coronaire droite, elle présente 2 lésions subthrombotiques qui font une occlusion fonctionnelle au final, et qui sont pas mal excentrées, très serrées, une au niveau de la bifurcation avec la marginale du bord droit, des lésions complexes. La ventriculographie retrouve une hypokinésie antéro-apicale, une akinésie inférieure, un VG dilaté, une fraction d'éjection mesurée à 32%, avec des pressions télédiastoliques élevées au moment de la coronarographie, de la ventriculographie. Donc voilà ici les principales incidences, le VG. Et on discute du patient au colloque. On calcule son syntaxe score à 27. L'Euroscore 2 est à 2%,4. Que proposez-vous? Alors là, j'ai mis rouge, chirurgie. Pardon, rouge, angioplastie, vert, chirurgie. T'es daltonien, Pascal? Il va en chirurgie, le malade. Beaucoup de vert. Et juste un petit... Il manque pas un examen, là, pour décider? Chez moi, il manque un examen, là. Vas-y. Je fais une IRM pour voir s'il y a de la viabilité en inférieur. Ça change tout. Il n'y a plus de myocarde en inférieur, à droite, on va s'occuper du reste. Il y a du myocarde en inférieur, on peut parler de chirurgie ou de revascularisation. Vous ne faites pas ça, Nancy? Si, mais s'il n'y a pas de viabilité, est-ce que ça va changer l'indication? Chez ce patient-là, oui. Est-ce que la droite influence beaucoup l'indication? Et si tu as du myocarde en inférieur viable? Oui. Si tu n'en as pas? Ah oui, donc s'il n'y en a pas, plutôt dilate. Ben oui, ou chirurgie. Mais plutôt, tu ne vas pas t'occuper de la droite. Et pareil pour la circonflexe. Tout à fait. Donc je crois que c'est très important d'avoir de la viabilité. Vous êtes d'accord ou non? Non, enfin, on est là pour discuter. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Art Team. Non, c'est pas en postérieur. Oui, tu as raison. Il n'y a pas d'onde Q non plus. Hein. Alors, s'il n'y a pas d'onde Q, il y a du myocarde viable. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là, pas de problème. Alors, disons qu'à ce stade-là, nous, de toute façon, on était un peu... Tu as un commentaire? Juste montrer la slide. On a également une indication chez les patients pluritronculaires à rechercher à détecter un diabète. Vous savez que c'est une situation qui est extrêmement fréquente. Ça peut impacter le choix dans la revascularisation et dans l'angioplastie ou dans le pontage. Ça peut également modifier la façon dont on va revasculariser le patient. Que le patient soit non diabétique, on a à peu près une chance sur 2 de trouver soit un diabète, soit une intolérance au glucose. Et puis je voulais juste montrer la plaque qui sous-tendait votre décision chez un patient qui a un syntaxe score élevé. Très clairement, les recommandations sont en faveur de la chirurgie. Donc pour répondre à René, comme nous on était aussi pro-chirurgie à ce moment-là,
Et finalement, à partir du moment où on avait décidé de le ponter, quel que soit l'état de la droite, et comme Hakim, on trouvait que ce n'était pas une large séquelle et pas non de cul, voilà. Peut-être que si le match était plus serré entre dilate ou chirurgie, on aurait très probablement passé par la viabilité avant. Donc là, voilà, bon, c'est pour dire les courbes d'évolution à partir du calcul estimé à partir du résultat de syntaxe, 32% de MACE à 4 ans contre 21, donc avantage à la chirurgie puisque 21%. Alors, on part sur la revascularisation chirurgicale, et puis le patient, il vient d'un centre adjacent, et puis il a son bilan là-bas, et puis il nous rappelle, et ils ont fait le bilan préopératoire. Et à ce moment-là, on découvre qu'il est aussi tritronculaire des troncs supraortiques. À savoir qu'il présente 2 lésions subthrombotiques de toute la hauteur des 2 carotides, de leur origine jusqu'après le bulbe, plus une sténose serrée, même une thrombose sous-clavière gauche, prévertébrale et donc prémammaire, une sténose ostiale de 50% de la sous-clavière droite, et en plus de ça, une sténose ostiale non serrée de la vertébrale droite. Donc finalement, d'un côté, ça passe plus du tout parce que c'est occlu, quasiment occlu à l'origine de la mammaire, et de l'autre côté, ça passe que par une vertébrale en aval d'une sténose à 50% de la sous-clavière. Et dans le laps de temps, le patient présente un petit AVC ischémique, le temps qu'on organise tout ça et qu'on discute, qui n'a pas laissé de séquelles neurologiques, qui était localisé en corticale frontale antérieure gauche, et en fait en aval d'une carotide occluse, donc plutôt sur un mécanisme embolique, mais on ne peut vraiment pas savoir si ça vient du cœur ou du vaisseau contralatéral par tous les biais de communication des communicantes. Donc alors, à partir de ce moment-là, le patient il a un très lourd statut au niveau des troncs supraortiques. Est-ce que ça vous fait changer votre stratégie initiale? Quels sont ceux qui proposeraient une chirurgie combinée, c'est-à-dire peut-être dans le même temps opératoire, chirurgie vasculaire plus chirurgie de pontage aortocoronarien? Et quels sont ceux qui du coup changent le fusil d'épaule et envisageraient une angioplastie? Donc chirurgie, vert ou rouge? Chirurgie vert. Ah, c'est encore serré. Un peu plus de rouge, je crois. Ouais. En angioplastie. Donc on discute, lors de la discussion au colloque médico-chirurgical, cette atteinte sévère des troncs supraortiques, elle contre-indique la chirurgie cardiaque, en tout cas dans l'état où il est. Et le problème, c'est qu'aussi ça empêche un bon geste de chirurgie cardiaque parce qu'on ne peut lui prendre ni la mammaire droite ni la mammaire gauche. Et inversement, le statut cardiologique contre-indique une chirurgie vasculaire, mais aussi le statut anatomique, puisque nos chirurgiens disaient, moi, si je dois faire un pontage, il faut que je fasse du pontage veineux, que je vais aller implanter, si c'est à gauche, au niveau de l'aorte, si c'est à droite, au niveau de la sous-clavière droite, sachant qu'aussi il y a une sténose sous-clavière droite à 50% en aval. Quand on reprend nos calculatrices et qu'on tient compte de ces événements cliniques et paracliniques, en plus du score anatomique, on peut faire le syntaxe score 2 et on s'aperçoit, en tout cas chez ce patient, que, à la lumière donc, des autres éléments qu'on a, le syntaxe score 2 est paradoxalement, ou en tout cas une information intéressante, c'est qu'il serait plus en faveur, à ce moment-là, en tout cas d'une intervention par PCI. Puisque si on fait le calcul, on a 43 pour PCI, 48 pour le CABG, et ce qui nous donne 2 mortalités estimées à 4 ans quand même bien différentes. Donc là, bon, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, on décide d'aller sur une angioplastie, tout le monde est à peu près d'accord. Est-ce qu'on fait une revascularisation complète ou partielle? Alors René, il a déjà répondu, il fera une IRM. Est-ce que sur l'anatomie qu'on a vue, mais sachant que là, on est vraiment obligé de partir sur de la dilatation, un patient qui a quand même des TSA, on va dire qu'il n'y a qu'un axe qui passe. On connaît les conséquences neurologiques qu'il peut y avoir s'il y a des chutes tensionnelles, etc., le risque d'embolie, etc. Est-ce que vous partez sur une revascularisation complète en vert ou partielle en rouge? Par dilate, hein? D'accord. D'accord, ok. Partielle majorité. Alors, moi, j'ai juste un petit commentaire, c'est que le patient est polyvasculaire, il est tritronculaire, donc la prévalence des sténoses rénales est extrêmement élevée chez ce patient-là. Moi, je commencerai par regarder ça, parce que on va lui mettre pas mal de produits iodés, etc. Donc, moi, je regarderai les rénales avant d'aller plus loin.
Tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors nous, on les a regardés après. Mais il avait une sténose à 50% d'un côté et puis pas de sténose significative de l'autre. Mais on va avoir des suites. Donc on part sur une revascularisation partielle par angioplastie. Et puis quand on prend encore notre calculette, on recalcule, on voit qu'il a un score de Schatz-Vask à 6 et un score à Chaes-Bled à 4. Alors, est-ce qu'on part sur des stents actifs ou pas? Alors, stent actif, vert. OK. Bon, là, tout le monde est pour le stent actif, quoi. Olivier, tu as un commentaire? Oui, j'ai éventuellement un commentaire. C'est pas aussi clair que ça dans les recommandations, puisque vous voyez qu'on recommande les stents actifs de dernière génération plutôt que les stents tenus chez les patients qui sont sous anticoagulants si le score de saignement, le Hasbled, est bas. Ce qui n'est pas le cas de ce patient puisque son Hasbled est haut. Mais ensuite, dans la définition du traitement qui est à donner, dans la durée du traitement, on en discutera peut-être après, on voit que finalement, dans les recommandations, on laisse la porte ouverte au choix entre BMS et DES de nouvelle génération. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est de la nouvelle génération. Oui. Le problème de la double agrégation plaquettaire peut vraiment poser le problème du stent, parce que quelqu'un qui vient faire un AVC sur ces choses-là, il y a récidive très souvent, très précocement. Il est à haut risque hémorragique et à haut risque ischémique, donc on est dans la situation la pire, il n'y a pas de bonne réponse. En même temps, revasculariser un patient tritronculaire qui est probablement diabétique en lui mettant des stents tenus, c'est aussi courir le risque de mauvais résultats. Il n'est pas diabétique, mais lui c'est sûr, mais il a au moins une effectivement. chance sur 2 d'être diabétique. Mais là, on va mettre quelques centimètres de stent. Ouais. Est-ce qu'il y a une place pour la discussion pour la fermeture d'auricule, en se disant, ce patient-là, peut-être qu'il y a un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas lui fermer l'auricule, comme ça, peut-être on peut s'affranchir des AVK. Et l'idée à ce moment-là, c'est de laisser une bille anti-agrégation plaquettaire plus longue pour voilà. Là, on est clairement complètement en dehors des recommandations. Là, on ne sait pas trop. Hein. Il y a un spécialiste. Il y a beaucoup de rouge là. C'est rouge parce qu'il n'a pas encore fait de complications hémorragiques. Ah oui, quand on va lui arrêter les AVK, on sera obligé de le faire. Ouais. Lionel, il y a de la place pour le stent tenu et le ballon actif? Je sais pas. Combien de temps vous mettrez de trithérapie? La question, l'accident vasculaire cérébral, tu blagues dessus parce que en fait des thromboses complètes. Plus fort, Philippe. C'est embolique, est-ce que c'est Micro. hémodynamique? Non, alors on a demandé à nos neurologues, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre à cette question parce que c'était situé en aval d'une thrombose carotidienne gauche. La rapidité de la Par rapport à la coro la revascularisation donc artérielle cérébrale n'est pas aussi importante que ce que tu dis. Parce que c'est tout bouché, en fait, le caractère urgent de la revascularisation et l'origine de l'AIT n'est pas forcément due au fait que ce soit thrombosé, mais non. Il n'y a plus qu'un axe qui soit libre, en fait. Oui. Mais ça peut être un embole de départ cardiaque qui a pris... Tout à fait. Il me semble qu'on n'avait pas les arguments, en tout cas, pour trancher vraiment. Est-ce que c'est une plaque qui vient de la vertébrale ou est-ce que c'est du caillot, ou même intracérébral? Plutôt intracérébral. Mais après, ça communique en haut. Oui, non, mais le carotide bouché, une vertébrale bouchée, ça passe par la vertébrale qui reste, qui est déjà rétrécie. Donc il n'y a pas de chance. Oui, d'accord. Donc c'est plutôt un phénomène local. Alors, quel régime d'anti-agrégation, quelle durée donc trithérapie, bithérapie, c'est-à-dire vous mettez AVK 2 anti-agrégants ou AVK 1 anti-agrégant? Les verts. Sur ça, on a quand même des éléments de réponse. Hein. Je vous ai mis ici les recommandations. La majorité est verte. Hein. La majorité est verte. Oui, c'est bien. Les recommandations sont assez claires sur ça. Et vous voyez elles nous permettent de travailler assez sereinement, puisque pour ce patient-là, avec son Hasbled assez élevé, on peut initier une triple thérapie. On ne stigmatise pas l'un des anticoagulants par rapport à l'autre, en association avec l'aspirine et le clopidogrel, pour une durée de 1 mois avant de passer à une bithérapie. Je pense que ça, c'est un message important. Que le stent soit nu, c'est bien précisé ici,
ou que le stent soit actif et alors de dernière génération. Je pense que tu es parfaitement dans ce cas-là. Et quel que soit le tableau clinique aussi, je crois qu'il rajoute. Non, là, on est dans l'angor stable. Hein. Là, on est dans l'angor stable. Je pense que là, on est tout à fait en droit de situer avec des stents actifs de nouvelle génération une double antiagrégation d'1 mois en association avec l'anticoagulation qu'on va continuer après, soit avec l'aspirine, soit à la méthode VOOST avec le clopidogrel. Je pense qu'il est également important de noter, et ça paraît censé, compte tenu des datas qu'on a, de ne pas utiliser ni le ticagrelor ni le prasugrel en association avec les anticoagulants dans cette indication-là. Et les NACO ? Les NACO, la porte n'est pas fermée pour les NACO. Hein. Tu vois que dans les recommandations, on t'autorise à utiliser les anticoagulants. Qui préférait les NACO ? Vous avez qu'à ? NACO, oui. NACO, oui, vert. Ou NACO, non, rouge. On ne peut pas recommander non plus les NACO. Je veux dire, les essais sont en cours, mais dans les recommandations européennes, la porte est laissée ouverte parce que de toute façon, on a assez peu de data, que ce soit avec les AVK ou avec les NACO. La recommandation est assez faible, c'est une recommandation de grade 2. Voilà. Donc la trithérapie, là je posais la question 1 mois, 6 mois, tu viens de répondre à la question, on aurait tous voté vert avant qu'il... Oui ? D'accord. Donc c'est déjà bien passé dans les esprits. L'angioplastie, alors on a dit partiel, donc c'est IVA, circonflexe. On fait les deux en même temps ou pas ? C'est quasi moite-moite. Moite-moite. Moite-moite, ok. Et on commence par l'IVA ou la CX ? Il y en a une, c'est CTO, l'autre, elle paraît facile. Enfin, elle paraît. Je pense qu'il y a des gens qui mangent sur la raquette. Moite-moite. C'est toujours un peu, voilà, c'est ça. Et puis, donc moi, bon, nous, on a décidé de commencer par l'IVA, de faire en 2 temps. Est-ce qu'on part en radial ou en fémoral ? Sachant qu'il n'y a que l'axe membre supérieur droit qui est perméable, qui passe devant la seule vertébrale, et qui a une sténose 50% de la sous-clavière qui est super calcifiée. Ah bah enfin. Non. Hakim veut absolument que tu l'interroges. Est-ce que vous savez encore piquer une fémorale ? Non. Avec les TAVI, on réapprend. Oui, parce que je me doutais de rien et ça s'est très bien passé. C'est peut-être toi là été. Non, enfin peut-être, mais il s'est passé 3 semaines ou 1 mois, je crois. Juste une remarque. Je ne suis pas très d'accord sur l'artère à faire en premier. Moi, j'aurais plutôt fait la circonflexe dans le sens où il va y avoir une trithérapie avec le risque hémorragique d'arrêt justement suite à ça, avec éventuellement des thromboses de stent. La CX, c'est la seule artère qui n'est pas occluse et pas collatéralisée. Donc, je ne sais pas. Enfin, moi, j'aurais commencé plutôt. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai raisonné dans l'autre sens, mais je me suis dit, je vais faire les 2 interventions décalées. Donc, ma durée totale de triple thérapie, elle va être calée sur ma 2e dilatation. Et je préférais que si, par exemple, au final, ça fait 3 mois ou à 2 mois, je préférais qu'il y ait plus de longueur par rapport aux 2-3 stents que je vais mettre dans l'IVA et qui vont peut-être être... Voilà, il y avait ça. Et puis l'autre affaire, c'est que c'était la lésion la plus difficile. Et c'était pas une CX proximale non plus. Donc, je pensais que sur le plan hémodynamique, je prenais pas de risque... J'aurais pas à gagner beaucoup en hémodynamique à commencer par la circonflexe. Non, et puis si tu as une thrombose de la circonflexe, ça peut être la cata, parce que l'IVA est occluse et la droite est suboccluse. Alors que si tu as une thrombose de l'IVA, elle était occluse, elle est collatéralisée, donc il n'y aura pas de conséquences. Mais une sténose proximale de la circonflexe type A, j'aurais commencé par celle-là, je pense. Et puis si tu n'arrives pas à faire l'IVA, tu revois la stratégie. Oui. Bien que on est un peu... J'ai peur que la voie pour la chirurgie soit un peu fermée quand même. Alors, on part en fémoral. Est-ce qu'on part en 6 ou en 7 French pour cette CTO ? Moi, j'ai mis score 2, en fait c'est peut-être 1 parce que quand on regarde bien le film, elle est peut-être un peu moins longue, mais en tout cas elle est très calcifiée. Il y a un petit moignon au début. Alors 6 ou plus ? 6 French ou plus ? Je vois un peu plus de vert même. Oui. Moite-moite. C'est pas un cas facile, hein, parce qu'à chaque fois c'est moite-moite. Voilà, donc je passe en fémoral gauche. Mon guide 35 ne passe pas. Alors, ouais, mais voilà. Je sentais pour lui en bas aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il est pluritronculaire plusieurs fois. Donc, échec de franchissement, et finalement, on fait un petit angio, on voit qu'il y a aussi une sténose ici au niveau de l'iliaque primitif gauche. J'ai pas injecté plus fort, mais en fait, les affaires se passent au-dessus. Et du coup, j'ai utilisé pour franchir très difficilement un système. Donc là, voilà, un truc que j'utilise assez souvent, c'est que je mets une JR4 longue dans mon porteur, donc d'un diamètre en dessous, ce qui permet de faire une sorte de bougie. Et ça permet un peu d'éviter que ça frotte ici à la jonction entre le guide 0,35
et le cathéter porteur, surtout que c'est un set French, donc ça bute pas mal. Et en fait, donc, ma JR, qui donc là est une 6 French, passe difficilement. D'abord, j'ai franchi avec un guide hydrophile Terumo, et du coup, j'ai réussi à franchir difficilement, en tournant un peu, et on voit que le passage est très difficile. Là, je suis sur la fin de la aorte abdominale. On voit que c'est très, très calcifié ici. Bon, la procédure ensuite, c'est une procédure de CTO antérograde avec escalade de guide, avec 2 microcathéters parce qu'il fallait avancer. Au début, en fait, le fielder progresse mais ne retrouve pas la bonne lumière. Du coup, j'ai essayé plusieurs chemins. Ensuite, j'ai attaqué la chape à côté avec un progress 200. Et j'ai essayé de naviguer dans la paroi de l'artère avec le pilote 200 en espérant retrouver la bonne lumière en aval. Ça a été laborieux. Finalement, grâce à l'escalade de guide, on arrive à réintégrer la bonne lumière et finalement, à franchir avec le microcathéter. Et comme j'avais un retour de sang quand j'aspirais, je me suis permis d'injecter en distalité pour sécuriser la suite du cas. Et toujours de ne pas stenter en fausse lumière. Comme j'ai mon fine cross au fond de mon IVA, j'en profite pour descendre un guide de bon support. Et puis, bon, j'ai pris l'habitude d'utiliser un wiggle parce que c'est à peu près, je pense, le support d'un BHW, mais avec en plus les vaguelettes qui, dans les artères très calcifiées, peuvent des fois aider un petit peu à descendre le matériel un peu plus épais, comme certains stents. Donc ensuite la dilatation au ballon, et puis l'implantation de stent inerte. Et ça, c'était un choix un peu personnel, une stratégie d'associer stent inerte et ballon actif. On est un peu dans la culture du registre actuel là, pour les gens sous AVK avec le ballon actif, c'est pas Pantera, Panelux, merci. Donc le patient n'a pas pu être inclus pour des raisons anatomiques, il ne correspondait pas aux critères, mais c'est vrai qu'on a un petit peu pris cette philosophie d'associer les deux et de faire finalement une trithérapie un peu plus courte, et dans certains cas même de 1 mois seulement. Bien sûr, les données ne sont pas sorties, mais c'est vrai que bon, sur le plan intellectuel, on s'est un petit peu habitué à ça, en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait les nouvelles recommandations dont on vient de parler. Alors, le résultat, on va le voir après, pas mal sur l'IVA moyenne, mais j'ai eu un souci à cause de ma sténose aortique en bas qui me coinçait complètement le cathéter. J'avais aucun feedback. Quand je tirais, je poussais. Et en fait, quand je travaillais dans cette coronaire, et ben, le fait de ressortir le matériel, à chaque fois, mon EBU, elle avait tendance à rentrer dans l'IVA. Et même en faisant la traction habituelle, en fait, comme elle était vraiment coincée en bas, il y a des fois où je ne maîtrisais pas bien. Et du coup, on voit sur le contrôle qu'ici, il y a une rupture. Juste un point sur cet aspect-là. En fait, lorsqu'il y a un accès difficile par voie fémorale, l'utilisation d'un long désilet est vraiment, aide beaucoup. Alors, j'avais pas de désilet de 7 et j'ai eu de longs désilets de 7. Ouais. Et j'ai eu du mal à passer avec mon porteur. Et oui, je serais passé. Voilà, j'ai pas trop envie de m'en aller. Je crois que chez Terumo, il y a des bons longs désilets. Et c'est vrai que ça solutionne le problème très souvent parce que effectivement, tu n'as plus aucun contrôle de ton cathéter parce qu'il y a trop de frottement. Alors qu'il serait à l'intérieur d'un fois, il faut voilà. Et puis... Oui, alors les 6F à RAW longs, elles sont très bien. Hein. Donc je crois que le temps passe. Donc du coup, j'étais contraint de aussi traiter l'IVA proximale, mais c'était pas prévu au début. Et comme j'avais pris une stratégie stent nu ballon actif, j'ai dû en craquer un troisième. Alors ensuite, donc l'angioplastie circonflexe, on avait décidé de la faire de façon différente. Entre-temps, on a fait une imagerie de l'aorte et de ses branches. On constate qu'il y a une sténose à 85%, donc là où ça butait, qui est très calcifiée. Les rénales, il y a une ligne à 50%, l'autre qui est athéromateuse sans lésion significative. Et il a 2 axes vasculaires digestifs occlus sur les 3. Donc encore tritronculaire. Il est tritronculaire à tous les étages. Et cette fois-ci, pour la dilatation circonflexe, moi j'ai changé de côté, je suis passé en radial. Parce que je me suis dit qu'en bas c'était quand même... c'était le moindre mal. Et du coup en 6 French, j'ai réutilisé le système de mettre un 5 dans le 6, en essayant d'être le moins traumatique possible sur cette sous-clavière qui est extrêmement calcifiée, qu'on voit ici, là, tout là. Hein.
Donc, difficulté à passer ma lésion, en fait, elle était excentrée. Ça paraissait facile au début, mais avec un guide conventionnel, ça passe pas, avec un BM. Finalement, ça passe avec le Whisper Extra Support. En deuxième intention, le petit ballon passe pas, donc Rudgin 1.5. Vraiment, il passait pas du tout. Essayer d'autres ballons. Peut-être j'aurais pu essayer un ballon 1.2, mais et puis donc une tentative d'inflation pour avec le nez du ballon essayer de lever un peu la sténose, inefficace. Et donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc le guide est passé, le ballon passe pas. On a un support en C-French. Vous changez de cathéter. Vous prenez un Mother and Child. Un gadliner. Qui prend un gadliner? Pour commencer un gadliner, vous faites un anchoring. Il y a une marginale là, qui peut nous permettre de... Bon, l'hiver, on n'a pas trop envie d'aller faire l'anchoring dedans, mais... T'as passé le fine cross? T'as passé le fine cross facilement? T'es de l'autre côté? Alors là, c'est pas la même procédure. T'as pas essayé encore? Ouais, moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est un peu... Peut-être par flemme, je sais pas. Enfin, c'est plus cher peut-être, mais parce que bon, l'anchoring, j'avais pas trop envie de menacer un autre territoire. Changer de cathéter, c'est sur un guide qu'on a eu du mal à passer. On n'a pas trop envie de perdre la position. Le gadliner, j'avais peur un peu parce que c'est vraiment une CX, donc il faut vraiment aller derrière. Donc j'ai d'abord essayé un Corsair, et puis en tournant, puis en prenant un petit peu de temps, il est passé. Donc, par contre, là, j'ai pas attendu mon reste. Je suis parti sur un rota. Avec une fraise d'un 25 qui s'est bien déroulée. Et puis au moment de retirer le rotablator, on sort en rotation petite vitesse, le guide part un petit peu au bout en poussant et puis fait une petite pelote. Et je fais la petite pelote, puis au moment de le retirer, le guide y revient tout seul, mais la pelote, voilà. Alors elle se déroule. Et voilà l'image qu'on voit à la scopie. Bon, après, ça c'est la graphie, mais on voyait très bien à la scopie. Et on voit qu'il y a une élongation de la partie distale du guide de rota. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez dessus, ça revient tout seul, mais non, vous ne tirez pas dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Hein? Il n'est pas encore tout à fait cassé. Il faut emmener un fine cross ou un tout petit ballon jusqu'au bout pour le tirer. Il ne faut surtout pas tirer dessus, là tu en laisses la moitié. Voilà. Tu le laisses dans il va casser, ouais. Puis c'est pas joli après. Voilà, une fois j'en ai laissé un, mais juste l'extrémité dans une CX, le patient va bien, mais... Donc là j'ai fait exactement ça, j'ai repris mon Corsair, c'était le Corsair que j'avais, et j'ai pu remonter sans résistance, en tournant toujours, très doucement, en surveillant bien, et quand je tirais un petit peu dessus, j'ai vu que l'ensemble revenait. Par contre, j'avais pas envie de perdre ma position, donc j'ai remis un body wire. Bon, on va passer. Et ce qui m'a permis ensuite de retirer mon Corsair en bas à droite. Voilà, c'est bien revenu après. Une fois que j'étais allé jusqu'au bout, ça a dû libérer les tensions, etc. Et j'ai profité de mon Corsair pour échanger de guide et remettre un wiggle en faisant trapping balloon, ça c'est un détail. Et puis voilà, ensuite stent nu, ballon actif. Et voilà, donc la dernière question que j'avais à vous poser, donc le résultat, il est correct au dossier d'intervention, l'IVA et la circonflexe distale. On revoit un peu l'image de la droite. Il semblerait que ce soit une lésion subthrombotique, mais c'est extrêmement calcifié, c'est très tortueux ici. Je vous ai remontré le film diagnostic initial, où on voit que l'IVP n'atteint pas l'apex. Quels sont ceux qui... Voilà, rouge. Donc on la laisse comme ça. Il y avait ici l'IRM qui nous disait que c'était effectivement viable en inférieur. Vous voyez, il y a très peu de rehaussement tardif finalement, un peu plutôt sur l'apex, mais en inférieur. Normalement, ça devrait jouer. Bon, ça ne veut pas. Il y avait un film, mais c'est pas grave. Ça, voilà. Une très bonne contraction inférieure aussi. Il n'y a pas la boucle. Donc on laisse monotronculaire de là à droite. Et donc, tu avais fait je me permets de reprendre ta remarque d'hier, en fonction du syntaxe score résiduel. Et là, la droite, je crois, enfin, j'ai peut-être mal calculé, mais elle était estimée à 7 ou 8, à peu près. Mais peut-être tu as un commentaire. Je pense que, effectivement, si on est en dessous de 8, on peut se contenter de rendre ce patient monotronculaire. Si on est au-dessus, on sait que le pronostic n'est pas bon. Mais d'un autre côté, il faut balancer tout le risque d'une nouvelle angioplastie chez ce patient. Qu'elle soit embolique par rapport à la voie d'abord au cerveau. Voilà. Donc, à la limite, moi, je m'intéresserais maintenant plus au problème cérébral. Voilà. Alors, et puis peut-être, dans 3 ou 4 ans, traiter la droite, pourquoi pas. Voilà.
s'il est encore vivant. Mais parce que je pense que le pronostic, quand même, globalement, même quoi qu'on fasse, me paraît quand même lourd. Donc là, on est parti sur une stratégie 2 mois trithérapie, 2 mois à partir pour l'IVA, et finalement, ça fait à peu près 1 mois pour la CX, et puis bithérapie ensuite. Le patient va bien, là on doit être à 3-4 mois de la procédure, il n'a pas encore été opéré du niveau cérébral, il va bien, le VJ a récupéré, mais il a des étourdissements. Juste un point sur le choix du substitut, oui. le ballon actif, on n'a clairement aucune donnée, ça, tu l'as parfaitement reconnu. Dire quand même qu'il a été validé pour la sténose intrastène, que ce soit actif ou nu. La durée des antirégans et le choix du traitement antithrombotique qu'on a défini s'applique sur les stents nus et sur les stents actifs. Je t'avoue que sur la prise en charge par un stent nu plus un ballon actif, je ne sais pas très bien ce qu'il faut retenir. Mais le même cas aujourd'hui, j'aurais fait le même choix que vous, c'est-à-dire que là, je partirais sur des stents actifs et puis monothérapie, trithérapie 1 mois par rapport à la dernière des 2 angioplasties. Et puis ensuite, bithérapie. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ? On est très en retard, alors on va passer au... Merci en tout cas pour ce cas qui suscite...